Selon une étude de l'Université Cornell aux États-Unis, un être humain prendrait en moyenne 200 décisions alimentaires par jour. Évidemment, c'est énorme. Mais de prendre ces décisions, c'est une chose, mais de bien les prendre, c'en est une autre. Donc, est-ce que c'est possible en 24 heures pour quelqu'un de prendre la bonne décision 200 fois? Pour répondre à la question, mes collègues et moi avons tenté de vérifier s'il était non seulement possible de prendre ces bonnes décisions, mais aussi de changer ses habitudes drastiquement pour adopter un mode de vie idéal, tant sur le plan alimentaire, physique que psychologique. Pendant tout le mois de février, on s'est donc soumis à des paramètres stricts basés en partie sur les recommandations du Guide alimentaire canadien et du gouvernement fédéral. Et laissez-moi vous dire que la partie était loin d'être gagnée à l'avance. Évidemment, avant d'expliquer les résultats de l'expérience, prenons le temps d'établir ces bases. Pour ce qui est de l'alimentation, nous avons décidé de couper tout ce qui était nocif, par exemple les gras trans, et de réduire notre consommation de sodium à son minimum. Pour ce qui est des repas, nous avons décidé d'en manger 3 par jour, comme le conseille le Guide alimentaire canadien. Du point de vue alimentaire, c'est toujours une bonne idée d'allier plusieurs groupes alimentaires afin de satisfaire des besoins nutritionnels. Ces repas doivent être composés d'un quart d'aliments protéinés, d'un quart d'aliments à grains entiers, mais surtout d'une moitié de fruits et légumes. Toutefois, comme le soutient la nutritionniste Cora Loomis, c'est important de comprendre que le Guide alimentaire canadien n'est qu'un guide et qu'il offre des recommandations et non des obligations. Parce que c'est pas écrit nulle part qu'il faut pas manger de lipides, c'est pas écrit nulle part qu'il faut pas manger de sucre, c'est pas écrit qu'il faut pas de sodium, c'est surtout justement des grandes lignes de cuisiner davantage, réduire la consommation de toutes ces choses-là sans les éviter complètement. En plus de l'alimentation, il y a aussi le facteur de l'activité physique qui est très important dans un mode de vie plus sain et cette fois-ci, pas de place pour les zones grises. Chaque semaine, le gouvernement du Canada recommande de faire 150 minutes d'activité physique, dont la moitié à intensité plus élevée. Des normes assez réalistes pour les étudiants, mais qui laissent place à certains changements. Selon les recommandations, ils disent de faire au moins 2 jours semaine de musculation. Je recommanderais peut-être plus 3 jours semaine parce que 2 jours, tu as l'impression de souvent recommencer. Les gens qui font juste 2 fois par semaine ont l'impression d'arriver et de dire « j'ai l'impression de toujours recommencer à chaque fois, c'est lourd, c'est difficile ». Donc, ça peut être démotivant un petit peu pour eux. Le temps qu'ils accordent pour ça, je trouve que c'est des bonnes durées. C'est juste que je trouve que c'est un petit peu vague leur range qu'ils mettent là, entre 18 et 64 ans. Mais pour étudier au cégep, oui, un 150 minutes là, qui est modéré à élevé, là, c'est bon. Avec les données que nous avons récoltées durant notre mois d'expérience, il apparaît clair qu'il est impossible pour les étudiants de changer drastiquement leurs habitudes alimentaires et physiques sans subir de conséquences néfastes. Et justement, on a décidé de venir ici au Cégep de Chicoutimi pour sonder les étudiants, pour voir si eux aussi seraient en mesure de réaliser un tel défi. Justement, ces 28 jours-là, avec toutes les restrictions que j'ai nommées tantôt, est-ce que vous auriez été prête et en mesure de le faire? Non, moi, j'aurais pas été capable. Sincèrement, je penserais pas. Là. Moi, j'aurais probablement triché. Je penserais pas. J'aurais sûrement eu la motivation, mais pas tricher, ça aurait été dur. En majorité, les élèves partagent notre point de vue. Par contre, qu'en est-il des conséquences liées à ce genre d'expérience? Malgré les bienfaits de mieux manger et bouger plus souvent, une expérience comme celle qu'on a réalisée apporte son lot de difficultés qui peuvent se transformer en conséquences beaucoup plus sérieuses. Certainement, la restriction alimentaire, la restriction cognitive, c'est bien reconnu comme un facteur un élément déclencheur de certains troubles alimentaires. Un de ces troubles, c'est l'orthorexie. Les experts réfléchissent encore à sa forme, son concept et sa cause d'apparition. Cependant, l'orthorexie pourrait devenir, dans quelques décennies, un trouble alimentaire engendré par une volonté maladive d'avoir un mode de vie qui frôle la perfection. En résumé, une expérience du genre comporte son lot de nuances et demeure audacieuse. Mais pourquoi l'expérience aux apparences bénéfiques a été aussi difficile? Pourquoi ça ne s'est pas déroulé comme prévu?